Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui à ce webinaire qui s'intitule Pourquoi investir dans la propriété intellectuelle. Je vois que c'est encore en train d'arriver. Si ça vous convient, on va attendre encore 2-3 petites minutes pour laisser à tout le monde le temps d'entrer dans ce webinaire et puis ensuite on prendra la main directement. Alors peut-être qu'en attendant, on peut quand même passer à l'étape de la présentation, comme ça on ne perd pas trop de temps. Donc, je vais me présenter. Je m'appelle Clémence Bout. Je suis chargée d'affaires au sein de l'INPI. Donc, l'INPI, c'est l'Institut national de propriété industrielle. C'est l'organisme national en France qui délivre les titres de propriété industrielle que vous connaissez déjà sûrement, comme le brevet, la marque ou le dessin et modèle qui est parfois un peu moins connu. Et en tant que chargée d'affaires, j'ai pour mission d'accompagner les jeunes entreprises dans leur stratégie de protection et de valorisation de leur propriété intellectuelle. Voilà. Donc, je suis accompagnée par 2 co-intervenants aujourd'hui que je vais laisser se présenter à leur tour. Merci beaucoup Clémence. Je suis Katia Sorez, je suis avocate collaboratrice au sein du cabinet Avocat Récit. Donc au sein de ce cabinet, on accompagne vraiment toutes les structures, tous les chefs d'entreprise c'est de l'assistance en conseil, en contentieux, donc sur pas mal de volets en droit des affaires, en droit commercial, et on touche un petit peu à de la propriété intellectuelle souvent quand nos clients viennent vers nous sur certaines opérations. Et voilà, je suis ravie d'être aussi avec Romain Fauré, que je laisse se présenter. Bonjour à tous, merci Katia et Clémence. Donc moi c'est Romain Fauré, je suis manager d'innovation dans le cabinet Récit, donc je travaille en partenariat et en collaboration souvent avec Katia sur les startups qu'on a en commun, sur la partie juridique et comptable. Donc moi je suis plus sur la partie comptabilité, fiscalité, pilotage, tout ce qui est trésorerie et compte de résultats pour les startups. Et on accompagne nos startups sur ces sujets-là pour promouvoir le projet avec eux. Voilà, merci beaucoup. Alors, avant de commencer cette présentation, vous allez normalement recevoir un sondage. C'est 4 petites questions auxquelles on vous demande de répondre pour bien comprendre un peu dans quelle dynamique vous êtes en termes de propriété intellectuelle, hein, donc savoir si vous connaissez un peu ce qu'est la propriété intellectuelle, etc. Pour qu'après on puisse au mieux vous faire cette présentation. Donc, n'hésitez surtout pas à y répondre. Ça prend vraiment 2 petites secondes. Hop. En attendant, je voulais vous présenter un peu la structuration de la présentation. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est plutôt de vous expliquer un peu ce qu'est quels sont les avantages que vous pouvez tirer de la propriété intellectuelle et même aller plus loin en déconstruisant un peu le mythe qui est celui de voir la propriété intellectuelle comme uniquement un poste de dépense, donc une source de coût qui finalement est difficile à défendre ou dont il est difficile de tirer avantage. Donc, dans la première partie, on va vraiment s'attarder sur tous les avantages de l'API, donc forcément les avantages juridiques, mais pas que. Il y a aussi des avantages commerciaux, etc., que vous verrez justement dans cette présentation. Alors ça, c'est quelque chose dont on pourrait vous parler pendant des heures. Donc forcément, on va devoir être concis et aller à l'essentiel. Mais l'idée, c'est que vous ayez vraiment une vue panoramique de tout ce que vous pouvez faire de vos titres de propriété intellectuelle. À la fin de cette première partie, on vous laissera quelques minutes, enfin en tout cas, nous, on s'accordera quelques minutes pour répondre aux questions que vous pouvez poser au cours de la présentation sur le fil de la discussion. Et donc, on tâchera de répondre à toutes les premières questions qui vous sont venues à l'esprit lors de ces premières slides. Et ensuite, on vous expliquera, on s'attardera sur la question du financement. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, souvent la propriété intellectuelle est vue comme une source de coût et pas forcément comme un investissement, ce qui est une erreur finalement parce que vous avez beaucoup d'avantages fiscaux dont vous pouvez bénéficier grâce à vos investissements en termes de propriété intellectuelle. Et beaucoup d'entrepreneurs aussi ignorent que lorsque vous en êtes à l'étape d'investir en termes de propriété intellectuelle, vous pouvez bénéficier d'aides, parfois conséquentes, hein, pour vous aider sur vos prestations, vos dépôts de titres, etc. J'ai l'impression que vous êtes plutôt nombreux à avoir des notions en propriété intellectuelle, à savoir ce que sont les titres comme les brevets, les marques, etc. Donc, je pense qu'il n'est pas nécessaire à ce stade de vous rappeler ce qu'est un titre de propriété intellectuelle. Donc, si ça vous convient, on va passer directement à la première slide sur les enjeux
de la propriété intellectuelle. Hop, alors sur ça, je vais laisser la parole à Katia. Oui, alors pourquoi créer et développer, pourquoi créer et développer une culture de la propriété intellectuelle? La première chose qui nous vient à l'esprit quand on est chef d'entreprise, c'est je vais protéger en fait mes actifs par le biais de cet enregistrement INPI. Et pourquoi du coup? Parce que ça me donne en fait une réelle protection contre un éventuel concurrent qui copierait ma marque, qui copierait mes fabrications, qui copie en fait ce que je fais. Là où moi je me suis acharnée dans mon travail, une simple personne peut arriver, peut reprendre peu ou prou le même design, le même concept, la même marque, le même visuel, que sais-je. Et en fait, dans le sillage de tous les investissements que j'ai mis en fait en œuvre, tout simplement profiter, tirer profit de toutes les avancées. Donc c'est vrai que on est obligé de parler de ça en premier, dans le sens où on a beaucoup d'actions en justice et devant un tribunal qui vous permettent, vous, de vous prémunir de ce risque et qui est très bien connu du grand public. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier de ce genre d'action en justice. En premier, on a l'action en contrefaçon. Donc, la contrefaçon, c'est vraiment caractérisé lorsqu'une personne reproduit et utilise sans l'autorisation de son titulaire une œuvre qui est protégée, donc un logiciel, un brevet d'invention, un dessin, un modèle, une marque de fabrique. Vous êtes, je pense, assez familier du sujet quand on fait des contrefaçons de sacs Chanel, de sacs Louis Vuitton. Je n'en sais rien. En fait, le créateur qui, lui, a eu l'idée, a eu l'invention, en fait, du bout des doigts, a évidemment cette protection vis-à-vis du législateur qui est de vraiment pouvoir commencer une action en justice et au plan civil, ça permet vraiment d'engager la responsabilité du contrefacteur. Donc, cette qualité à agir qui est propre au titulaire du droit de propriété intellectuelle, il a 3 ans pour porter sa demande devant les tribunaux lorsqu'il a vente de faits en fait, qui pourraient s'apparenter à de la contrefaçon. Donc, au plan pénal, il ne faut pas oublier que c'est un délit. Donc, vous avez le plan civil qui va vous amener des dommages et intérêts, en fait, suite à cette prise de possession un peu violente de votre œuvre, de vos idées. Et au plan pénal, c'est un délit et la prescription est de 5 ans. Donc, on peut avoir des peines assez lourdes. Il faut vraiment savoir que la réparation de la contrefaçon, elle est réalisée par l'octroi de dommages et intérêts. Donc, ils sont évalués, en fait, souvent, notamment suivant des éléments qui tiennent du préjudice qui sont subis par le titulaire des droits, mais également qui peuvent être évalués au vu des gains qu'en a retiré le contrefacteur. Donc c'est vraiment une action de justice qui peut être assez fatale. Et heureusement qu'elle existe parce qu'elle vient vraiment protéger la personne qui est à l'origine, à l'initiative de toute création. Attention aussi à l'action en concurrence déloyale. Alors, la concurrence déloyale, c'est un petit peu plus difficile à prouver dans le cadre d'une procédure civile parce que, évidemment, la concurrence est autorisée. On a liberté d'entreprendre, on a la possibilité d'avoir le même genre de commerce que son voisin, de vendre plus ou moins les mêmes produits. Mais cette concurrence déloyale, elle se caractérise vraiment par un usage qui serait excessif de cette liberté d'entreprendre. Donc, vous avez plusieurs conditions qui devraient être réunies. Donc, une faute, voilà, qui vise vraiment à occasionner un préjudice. Ça va être vraiment un procédé qui est contraire aux usages du commerce, à l'honnêteté professionnelle. Donc, c'est vraiment particulier. On n'est pas obligé de démontrer une intention de nuire de la personne, donc parce que ça, c'est extrêmement lourd à démontrer. Et il faudra aussi, évidemment, indiquer un préjudice. On a subi une perte de valeur dans son chiffre d'affaires, etc. Ça peut être assez large, ça peut être aussi du préjudice moral, hein, vraiment. On peut aller assez loin. Donc voilà, il faut vraiment aussi garder à l'esprit que on peut avoir de la concurrence déloyale sur des faits de dénigrement. Donc, je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais il faut vraiment garder à l'esprit que l'exactitude des faits est vraiment indifférente. Il suffit que vous dénigrez quelqu'un sur vraiment une opinion profonde, en fait. Hein. Vous trouvez vraiment que le type d'à côté fait n'importe quoi, vous le faites savoir. Là, vous pouvez évidemment subir une action en concurrence déloyale. Donc, voilà, c'est vraiment important d'avoir ça à l'esprit. Ça reste assez vague. On peut avoir un peu
pas mal de cas. J'en avais un à l'esprit qui me venait en termes judiciaires, c'était l'octroi de délais de paiement, par exemple, illicite et de prêts en méconnaissance du monopole bancaire. Donc là, en fait, une personne fait ça, elle vous concurrence directement et de manière déloyale. Vous avez une action en justice, vous pouvez vous prémunir. Donc, vous faites appel à un avocat, vous faites valoir vos droits, en fait. C'est vraiment l'illustration que je voulais en avoir, parce qu'on pense à développer, à créer cette culture de la propriété intellectuelle, outre tout le pan sur lequel reviendra peut-être Clémence et Romain, qui est la stratégie d'avoir un portefeuille d'actifs en propriété intellectuelle. Il y a aussi la stratégie qu'il faut mettre en place pour se prémunir d'attaques de l'extérieur, de la concurrence, qui ne sont pas si anodines et ont même relativement lieu souvent, puisqu'il y a un énorme contentieux, il y a une énorme jurisprudence sur ce sujet. Et le dernier point, ça va vraiment être une action en parasitisme. Alors le parasitisme, j'en parle en dernier parce que c'est assez dur aussi à démontrer, c'est assez dur à prouver. Mais en fait, ça représente vraiment l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique va s'immiscer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit sans rien dépenser, sans mettre la main au porte-monnaie et sans vraiment faire d'efforts ou faire démontrer son savoir-faire. Donc voilà, on a des critères qui s'apprécient assez strictement par un magistrat. Il faut bien avoir en tête qu'on est vraiment sur une appréciation en fait du juge et des faits d'espèce. Et voilà, on va avoir une usurpation qui peut résulter de la reproduction, de l'imitation d'une marque notoire. Donc c'est quelque chose à garder à l'esprit si un jour une start-up ou votre entreprise explose et que vous voyez en fait par-ci par-là des parasites en fait de votre business. Voilà. Il s'agit vraiment d'exploiter le travail, les idées, les investissements. Ça, je pense que vous avez plutôt bien compris. Voilà, j'en ai terminé sur les outils d'action, en tout cas contrefaçon. J'ai parlé des trois principaux. Il faut bien garder à l'idée que ça peut être, donc vous pouvez être victime de ces actions malveillantes, mais on peut aussi venir vous chercher vous sur ce terrain-là. Donc il faut quand même être assez vigilant. Voilà. Merci beaucoup, Katia. Et alors, au-delà de ces actions-là, il faut savoir que le fait d'avoir des marques ou des brevets, donc d'abord des titres de propriété intellectuelle, ça peut être aussi un outil d'intimidation, comme vous voyez en bas à droite de la slide. C'est-à-dire que, alors, bien évidemment, comme le disait Marie-Katia, c'est quand même un contentieux qui existe, qui est conséquent, donc bien sûr que les titulaires de titres vont quand même devant les tribunaux, mais vous seriez surpris du nombre de cas où le simple fait d'envoyer une lettre de mise en demeure aussi peut décourager un concurrent, parce que déjà, tous ne sont pas tout le temps de mauvaise foi. Donc, typiquement, le concurrent de bonne foi qui malheureusement s'est approché avec son logo un peu trop près du vôtre, lorsqu'il reçoit une lettre de mise en demeure qui le met en alerte sur le fait que vous existez, vous avez des titres et vous étiez là avant lui, souvent ça peut suffire à arrêter les faits de contrefaçon qui vous sont apparus. Donc avoir des titres, c'est déjà un premier obstacle, une première barrière à l'entrée. Et aussi un moyen de vraiment vous différencier de vos concurrents. Lorsque vous avez une marque qui est déposée et que donc vous avez un monopole, puisque c'est tout l'intérêt de la marque, que vous avez un monopole sur un logo ou un nom que vous allez apposer régulièrement sur vos produits ou que vous allez utiliser concomitamment à la diffusion de vos services, à ce moment-là, vous allez vous récupérer un monopole, une part de marché. C'est un peu comme si vous mettiez un drapeau sur cette part de marché. Vous différenciez bien vos produits et vos services de ceux de vos concurrents. L'idée derrière, c'est aussi que lorsque vous avez de la propriété intellectuelle et que tout le monde joue le jeu de la propriété intellectuelle, vous avez accès à ce que les autres concurrents déposent, comme eux ont accès à ce que vous déposez. Alors attention, parfois, il peut être risqué de trop écouter les stratégies de communication des concurrents, parce que certains vont vous dire de toute façon, nous, on ne dépose pas les brevets, on n'aime pas ça, etc. Alors, parfois, c'est juste une stratégie pour se protéger, justement, mais ce sont les mêmes dirigeants qui déposent des milliers de brevets par an. Donc, si on part du principe qu'il n'existe aucun secteur d'activité dans lequel, finalement, personne ne dépose jamais rien, vous pouvez tout simplement consulter les bases de propriété intellectuelle qui sont librement accessibles en ligne, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et vous avez accès à tous les brevets et toutes les marques qui sont déposées en France, mais aussi sur le territoire mondial, donc sur tous les autres territoires
que ce soit des territoires nationaux ou régionaux. Et en faisant ça, vous surveillez la concurrence. C'est-à-dire que si vous, votre marque, c'est Chanel et vous faites des vêtements, en surveillant finalement les dépôts de marques qui seraient identiques ou similaires à Chanel, vous pouvez tout simplement vous assurer que personne ne cherche à avoir un monopole qui empiéterait sur le vôtre. Donc, c'est important de se servir aussi de ces bases de propriété intellectuelle pour surveiller. Et c'est aussi important de vous en servir pour vous-même vous assurer que vous ne serez pas contrefacteur. Et c'est là qu'on parle d'outils de déminage. C'est-à-dire que parfois, quand on en est, par exemple, à une étape de R&D ou même parfois en amont de cette étape de R&D où on a plein d'idées et on essaie justement de savoir vers laquelle on veut aller pour dépenser de l'argent, de l'énergie, du temps, etc. À ce moment-là, le fait de consulter ces bases, ça vous permet de vous assurer que ce vers quoi vous voulez aller, c'est une autoroute, quoi. Et que vous n'êtes pas en train de créer quelque chose qui a déjà été créé et pire encore, qui a déjà été protégé. Parfois, c'est important particulièrement de le faire parce que vous allez vouloir perfectionner des technologies qui sont déjà existantes, qui donc font déjà l'objet de protection. Et c'est important de savoir sur quoi vous allez avoir peut-être vous-même une protection et surtout avec qui vous allez devoir négocier plus tard pour pouvoir vendre la technologie finale que vous allez mettre en place. Alors, pardon, je passe à la slide suivante. La propriété intellectuelle est aussi un élément important à prendre en compte vis-à-vis de vos partenaires. Katia, pardon, sur les flux financiers. Qui commence sur les flux financiers, oui. Alors, je serai plutôt courte parce que évidemment, le fait d'avoir de la propriété intellectuelle vous permet d'en tirer profit, de mettre en place des contrats d'exploitation en fait de cette propriété intellectuelle. Donc, on peut vraiment en tirer une certaine valeur. Donc, c'est un contrat en fait classique hein, où vous pouvez où en fait c'est une licence d'exploitation, donc vous faites bénéficier de l'actif un tiers et en échange, voilà, c'est une sorte de location en fait de ce droit de propriété. Ça peut être un brevet par exemple, ça peut être un logiciel et vous le mettez à disposition en échange, on vous reverse en fait des royalties. Donc vraiment c'est assez c'est assez vaste ce qu'on peut en faire. C'est pas juste ce qui vous sert en fait à créer, à mettre en place votre business au début. C'est vraiment, ça peut vraiment être mis à profit, et c'est pour ça qu'il faut garder à l'idée qu'il y a une vraie stratégie en fait de cette propriété intellectuelle à mettre en place dès le départ et à anticiper. Tout à fait. Alors, typiquement, une entreprise qui est une jeune entreprise et qui se dit, mais en fait, j'ai beaucoup d'ambition, mais pas forcément les moyens de mon ambition parce que je commence, que j'ai pas encore eu toutes les levées de fonds dont j'avais besoin, etc. Elle peut avoir comme stratégie de se dire, j'ai une innovation qui vaut beaucoup d'argent, qui peut être très fortement valorisée, plutôt que de me dire, ma techno, elle va faire que je vais devoir construire des usines dans plein de pays, je vais devoir aller aux US faire des usines, etc. Peut-être que l'idée, c'est de se dire, en fait, je vais d'abord faire un brevet en France, puis aux US, et puis je vais chercher quelqu'un qui a déjà une usine aux US et lui proposer une licence sur mon brevet. Donc finalement, c'est lui qui derrière va se charger de commercialiser ma techno là-bas, mais moi, je récupère mes royalties dans mon bureau français. Donc ça peut être intéressant déjà dès le début de la mise en place de la stratégie. Et puis plus tard, ça peut être une véritable source de revenus supplémentaires pour une entreprise. Quand on pense qu'il y a des entreprises comme Nestlé, alors je triche, je vous prends des entreprises énormes à chaque fois, mais imaginons Nestlé qui est donc le premier mondial, la première entreprise mondiale dans l'agroalimentaire. Une entreprise comme ça ne fait strictement que de l'agroalimentaire. Donc, normalement, son cœur d'activité, c'est ça. Pour autant, tous les ans, elle gagne des milliers, voire des millions d'euros grâce à des licences de marque parce qu'il y a des entreprises qui n'ont rien à voir avec Nestlé, mais qui paient des licences à Nestlé pour avoir le droit d'apposer Nestlé sur des casquettes et sur des t-shirts. Donc, vous voyez, quand on commence à avoir une marque qui prend de la valeur et qui devient ce qu'on appelle une marque de renommée, on peut se servir de cette renommée pour mettre en place des contrats de licence qui nous font des revenus complètement supplémentaires en marge de notre activité principale. Donc, c'est pour vous montrer à quel point vraiment vos titres peuvent avoir de la valeur pour vous. C'est aussi un outil de négociation énorme avec vos partenaires puisque lorsque vous voulez vous
intégrer finalement une étape de R&D collaboratif, par exemple, il faut que vous soyez en mesure déjà de négocier la protection de ce que vous avez déjà, ce que vous allez apporter dans cette négociation. Donc, par exemple, votre savoir-faire, vos machines, etc. Et puis, derrière, il faut surtout que vous sachiez négocier le partage de la richesse sur le résultat de cette négo. Et ça va être qui va être titulaire du brevet. Est-ce que c'est celui qui a le plus injecté qui devient titulaire et du coup, on crée des licences entre le partenaire qui est titulaire et le partenaire qui ne l'est pas? Est-ce qu'on met en place une co-titularité de brevet et donc là, il y a un partage à 50-50 des richesses à ce niveau-là? Ça, c'est quelque chose qu'il faut être capable de négocier et ça se négocie grâce à la propriété intellectuelle. C'est aussi un outil de communication important parce que lorsque vous avez des titres, vous êtes forcément plus attrayant pour d'éventuels partenaires qui souhaitent mettre en place des collaborations. C'est aussi très important au sein même de l'entreprise, notamment quand vous voulez déposer des brevets, par exemple, puisqu'il y a toute une structuration qui doit se mettre en place au sein de l'entreprise, puisque les chefs d'entreprise qui déposent des brevets sont légalement tenus de déjà identifier le salarié inventeur, qui donc va être reconnu déjà à ce stade-là, et en plus, il est tenu de lui verser ce qu'on appelle une rémunération supplémentaire ou un juste prix, qui va être comme une prime, qui va être versée aux salariés grâce auquel l'invention a pu mener à un brevet. Donc déjà, il va y avoir une vraie source de motivation pour le salarié qui va avoir un revenu complémentaire à recevoir. Et puis surtout, ça permet à l'entreprise aussi de reconnaître, en traçant justement la liste d'inventeurs, les personnalités qui sont créatrices de richesse au sein même de l'entreprise. Donc, ça a vraiment des bienfaits, même en interne, déjà, une fois qu'on a parlé de l'externe. Ça a aussi beaucoup d'avantages vis-à-vis des investisseurs. Donc, je reprends la main sur les investisseurs et la finance. Essentiellement sur le niveau de la confiance lors des levées de fonds et des négociations que vous pouvez avoir avec les investisseurs parce que, alors, des fois, les brevets, les marques, choses comme ça, quand vous débutez, vous les protégez à votre titre personnel et tout ce qui est investisseur préfère les avoir à la société parce que quelqu'un qui va mettre 200, 300, 500 000, 1 million, un montant significatif de cash dans la société veut avoir une assurance que l'activité de la société générée est bien protégée par un brevet, par une marque, à tous ces niveaux-là. Et le fait de ne pas protéger ce brevet-là peut casser un deal de négociation ou le fait de ne pas l'apporter dans la société, de l'avoir à titre personnel, c'est-à-dire que la société doit, comme disait Katia tout à l'heure, vous rémunérer des royalties sur une invention que vous avez vous à titre personnel. Et un investisseur ne va pas mettre de l'argent pour vous rémunérer vous sur de la richesse qui est créée à l'extérieur du scope d'intervention. Donc, ça améliore la confiance et c'est une aide pour vous accompagner dans le cadre d'une levée de fonds. C'est très important et nous, on a déjà vu des deals qui ont été cassés ou qui ne sont pas les plus loin en disant le brevet n'est pas dans la société, la marque n'est pas protégée dans la société, qu'est-ce qu'on fait? Donc, soit on arrête tout de suite parce que ça montre des fois qu'il n'y a pas eu une stratégie sur ce niveau-là qui est fait avant et du coup, certains investisseurs ne veulent pas y aller. D'autres qui vont négocier, mais du coup, au niveau du cash, ça prend beaucoup plus de temps de faire le transfert de la marque parce qu'il y a l'évaluation des brevets si c'est à titre perso. Ou alors, le fait de protéger machin, c'est encore du temps qui perd, c'est encore du temps de négociation ou c'est une valorisation de votre société qui est diminuée. Qui dit valorisation diminuée, vous perdez beaucoup plus de droits en termes de dilution à ce moment-là. Sur l'actif valorisable, le but est vraiment ce que je disais juste avant sur le terme de la valorisation de la société, c'est de regrouper tout ce qui est les brevets et la propriété intellectuelle que vous avez pu développer au sein de votre actif, entre guillemets, de votre société, ce qui permet de valoriser la connaissance que vous avez passée, la masse salariale engagée, les dépenses de brevets, de sous-traitance, toutes ces choses sont valorisées à l'actif et ça donne un actif valorisable qui donne une valorisation de société qui vous permet, vous, de justifier une valo. C'est-à-dire que si vous avancez une valorisation qui est justifiée par des dépenses de R&D, par des dépenses de brevets, c'est plus facile de négocier avec un investisseur que de dire j'ai fait 100 000 euros de dépenses, je dis que ma boîte vaut 3 millions. Voilà, c'est uniquement pour cet aspect-là investisseur. Et au niveau de la finance, on verra après, il y a un régime fiscal, si je peux l'appeler comme ça, qui s'appelle l'IP-Box, donc on développera les particularités derrière, qui va permettre de valoriser fiscalement à un taux plus intéressant le développement de concession de ces actifs-là. Voilà, mais on verra ça dans la deuxième partie après. Parfait. Et vis-à-vis des clients, c'est ce qui est le plus souvent connu des entrepreneurs. Vous savez très bien que si vous arrivez à obtenir un monopole sur votre nom ou votre logo, par exemple, grâce à une marque,
Vous allez créer un lien de fidélité et de confiance avec votre clientèle qui va reconnaître à chaque fois l'origine commerciale du produit. Donc, si elle apprécie la qualité de vos produits, vous savez que grâce à votre marque, que vous serez le seul à pouvoir utiliser si vous avez une marque, à ce moment-là, la clientèle pourra devenir fidèle. C'est aussi un véritable outil de communication et même, je vais plus loin, de légitimité du prix. Puisque si, par exemple, vous vendez une crème hydratante et que la crème hydratante est brevetée, le client, donc final, le consommateur, lui sera plus enclin à accepter un prix un peu plus élevé si derrière, il sait qu'il y a un brevet. Pour lui, c'est gage de qualité et c'est un outil de légitimité appréciable. Alors, sur la conversation, je vois pas de questions sur cette première partie. Est-ce que des questions vous viennent à ce moment-là ou est-ce qu'on passe à l'étape suivante? N'hésitez pas à prendre la parole si vous avez une question. Bon, je pense qu'on peut passer à la seconde partie sur l'API et le financement. Si des questions vous viennent de toute façon sur la première partie, vous avez nos mails qui étaient présents donc, sur les premières slides et de toute façon, la présentation vous sera envoyée, donc vous aurez nos coordonnées et vous pourrez sans problème nous écrire pour nous poser toutes vos questions. Donc, je pense qu'on a une question. Est-ce qu'il est préférable de mettre la marque au nom de la structure? C'est ça? Alors, attendez, j'ai pas. Est-il préférable de mettre la marque à la société et non à la personne physique? Comme l'a dit Romain, oui, il est préférable de d'ores et déjà la loger au sein de la structure, puisque quand vous faites une levée de fonds, et moi j'ai encore eu le cas récemment, où en fait, ce qui se fait classiquement, c'est qu'évidemment, on dépose toujours très, très rapidement quand on est personne physique. On n'a déjà même pas créé la structure. Donc, en fait, on se retrouve lors de la levée de fonds et lors des négociations du pacte d'actionnaires avec ce premier coup de téléphone de l'avocat adverse qui nous appelle en disant quid de la marque? Est-ce qu'elle est bien dans la structure? Est-ce qu'il n'y a pas de sujet de cession de marque derrière, donc qui générerait de la fiscalité et une charge pour l'entreprise? Est-ce qu'il y a un sujet d'apport de cette propriété intellectuelle? Donc oui, il est évidemment préférable de mettre la marque d'abord sur la structure. On sait par contre que dans les faits, vous avez souvent peu la possibilité de procéder ainsi. Donc il est évident qu'on trouve toujours de toute façon des moyens pour faire en sorte que la marque soit logée plus tard au sein de la société. Ce qui est sûr, enfin Romain, je parle vraiment sous ton contrôle, personne, mais alors vraiment personne n'investira dans votre structure si vous n'avez pas de toute façon logé votre propriété intellectuelle dans votre entité. C'est un gage vraiment de légitimité, voilà, etc. Donc, je pense que vous avez saisi et je vous remercie pour votre question. Katia, si je rebondis juste 2 minutes dessus, effectivement, je suis complètement ce que tu dis. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand quelqu'un va mettre de l'argent, alors le montant importe peu parce que ça va dépendre de l'investisseur qu'on va aller voir dessus. Il faut savoir qu'un investisseur, il va mettre de l'argent dans votre société. Bon, pour vous déjà, parce qu'il y a l'aura et la gérance du président, son idée, mais il va surtout mettre donc une pour vous, deux pour la technologie que vous développez. Et s'il y en a un des deux qui font au départ, c'est pour ça qu'ils mettent, s'il y en a un des deux qui puisse être copié entre guillemets ou fait par quelqu'un d'autre parce qu'on n'a pas fait le premier job de protection ou que c'est la société qui n'a pas ce droit-là, il y a déjà 1 sur 2 qui, entre guillemets, saute dans les négociations. Donc, du coup, vous avez une négociation beaucoup plus forte, un taux de réussite beaucoup plus élevé quand c'est mis à la société et non à votre personne physique. Comme dit Katia, soit c'est possible, ça ne veut pas dire qu'on vous dit qu'il faut absolument mettre ça à la société, mais c'est que c'est au moment de la levée de fonds, vous allez avoir un problème qui va être soit de devoir la revendre à ce moment-là, quid de la fiscalité, parce qu'il va falloir réévaluer potentiellement de combien ça vaut aujourd'hui, de combien ça a été fait à l'époque, et des démarches surtout qui peuvent prendre beaucoup plus de temps. Et le temps, à ce moment-là, est pour vous une source temps égale argent. Donc, plus de temps, il vous faut plus d'argent pour tenir. Et derrière, l'investisseur peut aussi être frustré que ça prenne 3, 4, 5 mois de plus pour une histoire de dépôt de marque, de brevet qui, initialement, s'il est fait sans la société, prouve une stratégie depuis le début qui est vraiment réfléchie et accompagnée. Et c'est même intéressant juridiquement, puisque si vous êtes en tant que personne physique, donc
si vous êtes vous-même titulaire de votre marque. Demain, si vous êtes obligé d'agir en contrefaçon, vous devrez le faire en votre nom propre. Vous ne pourrez pas agir à travers votre société et ça sera sur vos deniers personnels qu'il faudra assumer les prix d'un litige et d'un contentieux. Ensuite, autre point très important, en France, c'est vrai aussi en Union européenne et c'est vrai dans beaucoup de pays du monde, notamment aux US, etc., vous avez une obligation d'usage de la marque. Et le jour, et c'est pas du tout rare, c'est vraiment un pion qu'on avance très facilement dans les litiges, qu'ils soient administratifs ou judiciaires. Quand on parle de litige en termes de marque, on vous demande très souvent de prouver qu'il y a eu usage de votre marque, puisque votre marque doit être utilisée pour rester valide dans ces pays-là. Donc en France notamment, si vous démontrez un usage par des factures, des sites internet et qu'on voit qu'en fait c'est la société qui fait usage de la marque et pas vous, titulaire personne physique, l'usage sera considéré comme n'ayant pas existé. Donc, c'est quand même important de prévoir tout ça. Alors après, encore une fois, il y a des stratégies à mettre en place. Vous pouvez donner en licence la marque à la société, etc. Mais là, vous perdez tout le côté valo que Romain et Katia viennent de vous expliquer. Donc, si vous voulez cumuler avantages juridiques, avantages valorisation, investissement, etc., il faut absolument que la marque soit au nom de la société. On va passer dans la partie 2 maintenant sur les dispositifs fiscaux. Si vous avez des questions, de toute façon, il y aura une partie encore après de questions-réponses. Donc, même si vous pouvez revenir sur la première partie, il n'y aura pas de souci. Donc, sur les dispositifs fiscaux, parce que généralement, les dirigeants qui vont faire de la propriété intellectuelle, c'est un coût. Et au départ, vous n'avez pas forcément l'argent ou le besoin d'aller protéger ou de dépenser ces coûts-là, même si c'est, comme on vient de l'expliquer dans la première, hyper important pour le développement futur. Donc, c'est un coût pour le futur. Mais dans ce coup-là, vous avez quand même des aides et des dispositifs fiscaux qui vont vous accompagner sur ce sujet-là. Donc, on a un peu les dispositifs classiques du crédit d'impôt recherche et innovation. Alors, ces dispositifs-là sont une fois par an calculés et sont remboursables ou imputables sur l'impôt que vous avez à payer. Mais bon, au début, c'est plutôt remboursable. Ça constitue toutes les dépenses que vous avez. Alors, on va parler un peu généraliste de R&D ou d'innovation. Et dedans, nous avons tout ce qui est les dépôts, les frais liés à l'obtention, au dépôt et aussi le fait de garder le dépôt chaque année. C'est-à-dire que chaque année, il faut payer une contribution qui va vous permettre de garder le brevet ou la marque dans tel pays, une rétrocession un petit peu chaque année à garder. Et tous ces frais-là engagés auprès d'un cabinet spécialisé dans la propriété intellectuelle ou auprès de n'importe qui de l'État vont être éligibles au crédit d'impôt recherche et innovation et subventionnés à 30% de leur montant. Alors, c'est toujours 30% d'obtenu, mais ça vous permet d'amortir le coût de cette partie-là et vous permet de se dire, quand je fais une démarche, ça vous permet de vous dire, je ne la finance pas à 100%. Il y a d'autres dispositifs qu'on verra juste après qui vous permettront encore de diminuer le coût de ces dépôts, de ces marques, de fait de garder. Voilà, c'est vraiment le but est de vous dire, la stratégie, c'est important, ça a un coût, mais ce coût-là peut être absorbé par ces dispositifs-là. Après, on a le dispositif Jeune Entreprise Innovante, qui est un dispositif, alors lui, beaucoup plus généraliste parce qu'il s'exploite au quotidien dans la société sur une réduction. Alors, la majeure partie, c'est plutôt sur une réduction de cotisations sociales, sur les cotisations patronales que vous allez faire sur tous vos salariés qui font de la R&D, de l'innovation, enfin, qui font de la R&D à plus de 50% de leur temps. Voilà, il y a des conditions qui sont faites et le gros avantage de ce dispositif-là, c'est que lui, il intervient au quotidien, donc ça vous soulage la trésorerie au quotidien pour justement faire des investissements en propriété intellectuelle au quotidien. Ce dispositif est cumulable avec le CIR et le C2I qui, eux, comme je disais tout à l'heure, viennent une fois par an, sauf préfinancement et choses comme ça. Mais dans un cas classique, une fois par an. Il y a un dispositif fiscal qui est permis sur la jeune entreprise innovante qui, est un peu plus compliqué à obtenir. Enfin, compliqué à voir parce qu'il faut déjà faire du bénéfice. Donc, pour une jeune entreprise, une start-up, le bénéfice vient quand même beaucoup plus tardivement. Mais par contre, à ce moment-là, vous êtes exonéré la première année de bénéfice de 100% de votre impôt sur les sociétés et de 50% la deuxième année. Donc, c'est des économies fiscales qu'on vous permet de faire pour justement qui vous permettront, vous, d'investir dans d'autres choses. Voilà. Et l'investissement que vous pouvez faire et qui est intelligent pour votre protection, c'est tout ce qui est propriété intellectuelle de votre activité pour vous servir dans le développement de ces choses-là. Le dernier point, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est l'IP Box. Donc ça, c'est un régime fiscal qui a été mis par l'administration fiscale qui est quand même très spécifique et qui vous donne en fait un droit
dessus qui vous permet d'avoir un taux d'IS, donc c'est le taux à laquelle est soumis votre résultat en fin d'année, de 10% et non pas de 25%. Donc l'économie de 15% est quand même très importante. La seule chose qu'il faut voir, et c'est là où il faut être accompagné d'avocats, de personnes de la propriété intellectuelle, vous permettant de mettre en place les contrats. Je vous donne un exemple. Le but est déjà, il faut que tous ces actifs éligibles, ça soit des brevets, des logiciels, des coûts de R&D qui soient à l'actif de votre société. Il faut que ça réponde aux caractéristiques d'un actif immobilisé qui soit dessus. Et il faut que cet actif soit exploité par quelqu'un d'autre ou dans le cadre de vos ventes. Donc, je donne un exemple. Il faut que ça soit absolument des revenus de cession, concession ou sous-concession. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire « j'ai un produit A, je vends mon produit », ça rentre dans l'IP Box. Non, il faut que dans la définition de votre vente, par exemple, un coût, je dis une bêtise, de 200 €, il faut que dans votre contrat, il soit écrit que le coût de la matière première, par exemple, que vous vendez soit de 100 € et le coût de la propriété intellectuelle que vous vendez, de ce que vous avez développé, soit de 100 €. Et ces 100 € sont considérés comme une concession de votre propriété intellectuelle. Et le fait d'avoir ces 100 € donc après, c'est une gymnastique comptable à avoir et de pilotage avec les startups qu'on accompagne, de se dire que tout ce qui va être les revenus des licences de l'API, donc ce qu'on note, licence sous licence concession, vont être engagés à un taux de 10% et non de 25%. Donc, à l'année, suivant la stratégie, comme disait tout à l'heure Clémence et Katia, si vous avez une stratégie de royalties, ça va beaucoup être plus important pour vous au début. C'est-à-dire que vous allez engranger du cash rapidement, développer une activité, mais cette activité sera, entre guillemets, sous-taxée parce que vous êtes à 10 au lieu de 25. Donc, il y a toute une stratégie, une de la propriété intellectuelle, donc le fait de protéger votre développement, votre actif. Et dans un deuxième temps, il y a toute une stratégie fiscale, donc soit avec des crédits d'impôt, soit avec des mesures au quotidien, soit avec un régime fiscal qui vous permet d'obtenir un gain d'impôt sur les sociétés. Donc voilà, c'est juste après, c'est à mettre en œuvre. Et pour mettre en œuvre, il faut être accompagné parce que il faut revoir tous vos contrats commerciaux parce que c'est une nomenclature qui est à respecter pour que l'administration fiscale admette ce régime-là. Il faut revoir la définition comptable parce que c'est uniquement sur ce secteur d'activité-là de votre entreprise et non pas sur l'intégralité de votre entreprise. Donc, c'est vraiment une manipulation un peu comptable pour vous accompagner et vous faire bénéficier si c'est une royalties est quelque chose d'important, 15% sur un certain montant, ça peut représenter une économie non significative. Tu peux passer, Clémence, c'est bon. Et donc là, ça, c'est les aides. Donc là, on est sur les dispositifs fiscaux. Et là, c'est les aides, entre guillemets, qui peuvent vous être. Donc là, s'il y en a une de la région et de la BPI, on est resté assez généraliste parce que c'est quand même très, très exclusif. Il y en a beaucoup, beaucoup. Mais voilà, si j'ai une chose à vous dire, c'est si vous êtes dans l'innovation, dans la recherche, dans la propriété et que vous n'avez pas de contact à la BPI, rapprochez-vous d'eux parce qu'ils sont pour toutes les aides qu'il y a autour de l'innovation, ils sont de bons conseils. Par contre, il faut vraiment s'y intéresser au bon moment. Donc, InnovUp, c'est un programme de la région Île-de-France qui a été fait pour justement vous accompagner dans toutes les étapes de faisabilité de votre technologie. Donc, soit une faisabilité technique, soit un développement technologique ou carrément un développement commercial économique dessus. Sur tout ce qui va être prototypage de votre invention. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que du coup, c'est subventionnable à hauteur de 500 000 € max et en avancement récupérable dans la limite de 3 millions. La chose à savoir, c'est que toutes ces choses-là sont annexées à un programme de financement de votre part. Ça veut dire que si vous présentez un programme d'1 million, InnovUp va peut-être prendre en charge entre 20 et 70% suivant le programme, les dépenses éligibles, des choses comme ça. Le complément de ce qui n'est pas pris en charge par InnovUp, il faudra absolument le financer par les fonds propres de l'entreprise. Et ça sera une des conditions sine qua non de l'acceptation du projet. Ça sera la même chose quand je vais développer les aides BPI, c'est que quand vous présentez un projet, par exemple à 1 million, financé à 50% par un organisme, les autres 50% doivent être financés par vous. Sinon, vous ne serez pas finançable. Ensuite, sur les aides de la BPI, donc on s'est calé un peu sur les deux, seulement sur l'AFI et l'ADI, aide pour la faisabilité de l'innovation, aide pour le développement. Donc là, sur ces montants-là, c'est la même chose qu'InnovUp. Vous présentez un programme d'innovation et sur ce programme-là, généralement, la BPI intervient à 40-50% du montant en subvention et en avance remboursable. La chose est toujours de financer 50%, mais ça vous permet, ce qu'on disait tout à l'heure, vous pouvez mettre des dépenses de brevets qui vont être dedans, des dépenses de maintien du brevet, de protection, voilà. Et ils sont financés à 50%. Donc, si on regarde les étapes de financement, si vous faites une aide BPI, comme on vient de voir,
potentiellement 50%. Vous faites un crédit d'impôt recherche dessus, 30%. Bon, je vous épargne les calculs parce qu'il faut déduire des subventions, des choses comme ça, mais à la limite, voilà, on arrive à peu près à au moins entre 60 et 80% de financement de votre protection. Ce qui vous permet au final, si vous êtes réfractaire, vous dire c'est bien, mais ça a un coût, le coût est quand même grandement absorbé par tous les dispositifs fiscaux qu'on a. La seule chose que je pourrais dire sur la BPI, c'est qu'il faut absolument aller les voir au bon moment de votre structure et pas attendre parce qu'il y a des stades de financement et la BPI finance à 1 pour 1 des capitaux propres. C'est-à-dire que si vous avez 100 000 euros de capitaux propres, ils peuvent financer à hauteur de 100 000 euros de leurs produits. Mais si vous allez les voir un peu plus tard et que vous avez des capitaux propres dégradés, malheureusement, la BPI fermera et vous dira on ne peut rien faire pour vous. Et là, c'est dommage d'avoir loupé les étapes de financement de la BPI sur la protection intellectuelle de votre innovation. Merci beaucoup. Tu avais fini, Romain, sur ces slides? Ouais, c'est bon. Super. Vous pouvez aussi bénéficier d'aides financières de la part des offices nationaux ou régionaux qui vous permettent justement d'avoir les titres en question, donc les brevets, les marques, les dessins et modèles. Donc, vous savez que ces titres-là sont territoriaux. Donc, si vous voulez avoir un brevet en France et aux États-Unis, il faut que vous déposiez une demande de brevet en France et puis ensuite, dans un second temps, aux États-Unis. Vous n'aurez pas un brevet valable dans le monde entier. Donc, vous passez à chaque fois par des offices selon les territoires qui vous intéressent, devant lesquels vous présentez vos demandes d'enregistrement. Donc, à ce moment-là, quand vous allez mettre en place une première stratégie de protection et que vous allez ou pas déposer des titres, vous allez avoir deux postes de dépenses importants. Vous allez avoir un premier poste de dépense qui est le fait de vous faire accompagner par des experts type avocats ou conseils en propriété industrielle pour mettre en place des contrats, des stratégies de dépôt à l'international, des choses comme ça. Et vous allez avoir, si dépôt il y a, notamment s'il y a un dépôt de brevet ou un dépôt de marque, par exemple, vous allez avoir des taxes à payer auprès des offices qui vont vous délivrer ces titres. Donc, par exemple, si vous déposez une marque en France, devant l'INPI en France, vous allez devoir payer à minima 190 € de taxes. Et puis après, si vous rajoutez plusieurs produits et services, après, c'est toute une mécanique à connaître, vous allez pouvoir éventuellement rajouter 40 € par-ci, 40 € par-là, et vous pouvez en avoir pour 500 € de marque française si vous protégez énormément de choses avec votre marque. Donc, vous avez toujours ces deux postes de dépenses à assumer. Pour ce qui est de l'aide de l'INPI, donc l'aide de l'Office français, on propose une aide financière qui s'appelle le Passe-Pays et qui qui recouvre à peu près une quinzaine de prestations d'experts. Je m'explique. Par exemple, vous avez un logiciel parce que votre technologie, c'est une plateforme ou une application mobile et vous êtes passé par des personnes en freelance qui ont développé des lignes de code pour vous. Vous voudriez avoir des droits d'auteur sur ces lignes de code et donc vous voudriez mettre en place des sessions de droits d'auteur entre ce freelance qui fait du logiciel pour vous et votre société personne morale. Là, nous, on va sûrement vous recommander de passer par un professionnel avocat, par exemple, pour mettre en place le contrat de cession de droit entre ce prestataire freelance et votre société. À ce moment-là, si vous êtes une jeune entreprise, que c'est la première fois que vous faites ça, que vous êtes moins de 250 salariés et que vous avez moins de 50 millions de chiffre d'affaires, à ce moment-là, on peut vous proposer une aide financière. C'est toujours au cas par cas, hein, bien évidemment. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me voir. On peut vous proposer une aide financière qui permet à l'INPI de prendre en charge 50% des honoraires du professionnel qui a fait ça pour vous. Donc, ça peut être sur le contrat, ça peut être sur le dépôt d'une marque à l'international, ça peut être sur une stratégie de précontentieux à l'international, par exemple. Donc, voilà, il y a à peu près 15 prestations qui sont comprises. Par contre, chaque entreprise ne peut pas avoir 15 passe-pays. En vérité, il y en a 16 très exactement. En tant qu'entreprise, vous aurez un choix à faire. Vous n'aurez le droit qu'à 3 passe-pays. Ces 3 passe-pays doivent concerner 3 prestations distinctes. Et l'INPI, au maximum, en participant à hauteur de 50% des honoraires, ne pourra vous donner que 5 000 €. Donc, ça veut dire que les 3 prestations que vous nous présentez, cumulées, ne doivent pas dépasser la somme de 10 000 €. Et point important également, vous ne pouvez pas vous dire « je fais une seule prestation, mais je mets les 10 000 € dans la prestation ». Ce n'est pas possible non plus. Une prestation au maximum peut atteindre la somme de 6 000 €. Ce qui fait que nous, pour un contrat, par exemple, on va vous donner au maximum 3 000 €. Alors, quand je dis on va vous donner, en plus, je suis plutôt imprécise parce que c'est vraiment une prise en charge directe de la part de l'INPI. On devient client
de l'avocat au même titre que vous et on lui paie la moitié de la facture. Donc, ce n'est pas un système d'avance par vous et de remboursement par nous. C'est vraiment une prise en charge directe. On split la facture en deux. Donc, ça, c'est une première aide dont vous pouvez bénéficier. La seconde aide dont vous parlez, c'est le chèque SME Fund. Donc, c'est une aide qui est prévue par l'EUIPO. L'EUIPO, c'est nos homologues, mais pour l'Union européenne. Donc, c'est eux, cet office-là, qui va vous délivrer la marque de l'Union européenne, par exemple, qui est un titre unitaire qui vous permet d'avoir une marque dans les 27 États de l'Union européenne et qui aura donc des effets sur tout ce territoire. Eux, ils ont créé une aide à la suite du Covid pour aider les entreprises dont le siège social était basé dans un des 27 États de l'UE. Donc, typiquement, les entreprises françaises peuvent en bénéficier. C'est un système de remboursement cette fois et ça ne vise que les taxes. Donc, nous, on était sur les honoraires des cabinets et là, on est sur les taxes que vous devez payer quand vous déposez des titres. Donc, ce système de remboursement vous permet d'être remboursé à hauteur de 75% sur les taxes de dépôt des marques françaises ou nationales dans l'UE et de la marque de l'UE et de 50% sur les taxes de dépôt des marques en dehors de l'UE. Donc, typiquement, vous déposez votre marque française, vous avez 75% de remboursé. Vous déposez votre marque US, vous avez 50% de remboursé. Il vous donne au maximum pour ça 1 000 € par an. Donc, vous pouvez faire une nouvelle demande l'année prochaine pour déposer de nouvelles marques et ils pourront encore vous aider jusqu'à une somme maximale de 1 000 €. Vous avez également un chèque SME Fund pour les brevets. Ça, c'est 2 chèques différents, donc ce serait 2 demandes différentes. Pour les brevets, là encore, vous avez 75% des taxes de dépôt de brevets qui vous sont remboursées lorsque vous déposez un brevet national au sein de l'UE, donc typiquement pour les entreprises françaises, un brevet français et un brevet européen. Ayez également en tête que vous avez une procédure à respecter, que ce soit pour le passe-pays ou pour le SME Fund. Il faut demander l'aide et il faut que l'aide soit acceptée avant de mettre en place la prestation ou de mettre en place le dépôt de titre. Si vous faites les choses avant et que vous demandez un remboursement ou une prise en charge a posteriori, vous n'aurez pas les aides en question. Point important également, ces aides ne sont disponibles que pour les personnes morales. Donc, si vous voulez déposer une marque au nom d'une personne physique, par exemple, donc vous voulez le faire à votre nom, en votre nom propre, vous ne pourrez pas avoir de passe-pays et vous ne pourrez pas avoir de SME Fund. Point important également. On voulait terminer en vous proposant une frise qui retrace un peu un processus d'innovation. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la frise en elle-même que vous voyez au centre de l'écran en bleu, elle est plutôt classique. C'est ce qui se passe communément quand on monte une entreprise et qu'on démarre une activité. Par contre, pour ce qui est des propositions d'aide, l'idée, c'était que vous ayez un exemple, mais parmi des centaines, voire des milliers, de ce que vous pouvez faire et des aides qui peuvent, donc celles dont on vient vous parler, qui peuvent intervenir au fur et à mesure de votre process. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que votre process, il est toujours censé commencer par cette phase d'idéation où vous cherchez un peu une nouvelle branche d'activité. Vous existez déjà ou une branche d'activité à créer quand vous créez votre entreprise. La première étape, c'est je sélectionne, je vois ce qu'il convient le mieux de privilégier. Et à ce moment-là, c'est là qu'on vous demande de vous servir des fameuses bases en propriété intellectuelle pour vous assurer que vous n'êtes pas en train vous-même de créer, quelque chose qui a déjà été fait, voire pire, qui a déjà été protégé. Donc là, vous allez peut-être faire des études de brevetabilité, des études de liberté d'exploitation. Et la fourchette basse qu'on peut trouver, c'est entre 4 000 et 10 000 € à peu près. Ensuite, vous passez dans la phase de R&D. Là, vous allez vraiment concevoir votre premier prototype, etc. Et c'est à ce moment-là, quand vous arrivez à l'étape du prototype, qu'il est intéressant pour vous de déposer vos titres pour la première fois. Donc là, il va falloir penser à déposer des brevets, penser à déposer des marques, etc. Un dépôt pour un brevet français fourchette très basse, c'est entre 4 000 et 6 000 € par exemple. Ensuite, vous allez peut-être passer à l'étape de l'implémentation, c'est-à-dire que vous avez terminé votre phase de R&D, vous voulez tester en conditions réelles et c'est peut-être à ce moment-là que vous allez chercher des partenaires. Si vous cherchez des partenaires, vous allez mettre en place un process de contractualisation entre vous et vos partenaires. Et c'est là que ça va être utile, par exemple, d'aller voir des avocats qui vont vous aider à faire ce type de contrat. Si vous faites ça, n'hésitez surtout pas à revenir nous voir parce que vous pourrez peut-être bénéficier d'un passe-pays accompagnement contractuel. Auquel cas, à condition bien évidemment qu'il y ait une clause de propriété intellectuelle dans le contrat, nous, on pourra prendre en charge 50% de la facture de l'avocat.
Avant ça, je vous ai proposé par exemple les SME Fund parce que peut-être que si vous voulez déposer un brevet en France, c'est le moment de mettre en place cette demande pour que vous ayez des réductions sur les taxes. Mais ce serait peut-être aussi là que vous pourriez mettre en place votre premier passe-pays pour être aidé sur la rédaction du brevet, puisqu'il y a un passe-pays qui couvre la rédaction du brevet. Donc, vous voyez, il y a plein de schémas qui sont possibles. Ensuite, vous pouvez passer à l'étape du lancement de l'exploitation commerciale. Là, vous avez commencé peut-être d'abord en France et vous voyez que ça marche bien, vous voulez aller à l'export, vous mettez en place votre stratégie et vous allez peut-être déposer des brevets à l'international. Vous avez 1 an à partir de votre dépôt français pour le faire. Et là, la fourchette basse, si vous voulez aller à l'international, c'est entre 10 000 et 15 000 euros, mais on parle surtout d'honoraires d'avocat, moins de taxes que d'honoraires d'avocat ou d'honoraires de CP. Donc là encore, vous avez des passe-pays qui sont mis en place. Vous pouvez aussi, une fois que vous avez commencé à exploiter, faire des revues de produits avant de passer à l'étape de l'industrialisation. Et là, vous allez peut-être déjà devoir mettre en place de la veille, voire du précontentieux. Donc là, encore une fois, si vous avez du précontentieux, c'est aller voir un avocat. Et puis, quand vous en êtes à l'étape de l'industrialisation, vous allez choisir justement avant dans la revue de produits, donc les produits ou les procédés qui valent le coup d'être industrialisés. Et là, vous allez valoriser véritablement vos titres de propriété intellectuelle. Et si, par exemple, vous avez besoin d'aller voir un cabinet comme Récit ou d'autres professionnels pour aller voir, pour mettre en place la valorisation de votre innovation, nous, on peut vous aider à aller les voir en mettant en place un passe-pays relatif à cette prestation. C'est tout à fait possible. Pour ce qui est des aides fiscales dont vous a parlé Romain, là, c'est la même chose. Hein, on a mis sur la frise, mais ça peut intervenir à un autre moment. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, sur la frise qu'on vous a juste mis pour vous les avez en tête dessus, par exemple le CIR, comme c'est un peu tout au long de votre croissance, de votre développement, parce que ça va être une fois par an sur les dépenses que vous avez faites. Donc, sur toutes les dépenses de R&D, je précise bien, ou le C2I pour l'innovation, tout au long de l'année, de l'idée jusqu'à l'industrialisation, vous allez faire des dépenses, ça sera soumis au CIR. Les aides BPI InnovUp, ça va dépendre du montant que vous allez chercher. C'est-à-dire que vous pouvez très bien en avoir très tôt si vous voulez avoir un programme qui est lié à de la love money, à des prêts d'honneur ou à du capital. Donc, vous allez sélectionner entre guillemets, un projet d'un montant, je dis un exemple d'entre 0 et 500 000 qui sera subventionné à 250 et vous allez pouvoir mettre les autres 250. Par contre, au niveau du lancement de l'industrialisation, le InnovUp peut être, comme on a vu tout à l'heure, de plusieurs millions parce qu'il va être adossé à une levée de fonds avec des VC, avec des fonds d'investissement, des choses comme ça qui vous permettent d'aller lever 1 million et vous permettre de compléter ce projet-là. Donc, InnovUp va pouvoir intervenir un peu tout au long, suivant la stratégie que vous allez avoir de financement et de se dire on le prend à tel moment parce que ça ne sert à rien de prendre un InnovUp peut-être pour 50 000 euros si on se dit que dans un an, on va vouloir l'avoir à 500 000. Voilà, c'est une stratégie que vous devez avoir avec votre conseiller. Et pareil pour les aides BPI, ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous avez les deux qu'on vous a présentés. Après, vous avez plein de prêts qui sont liés à de l'amorçage, à de l'investissement, à de l'innovation et de la R&D qui, eux, sont annexés à votre développement et vous permettent de le prendre à chaque étape. Voilà. Donc, c'était juste pour vous dire, on les a placés pour vous les montrer à quel moment on pouvait les avoir, mais on peut aussi les avoir à d'autres moments suivant votre développement exponentiel, pas exponentiel, un peu plus long. Le montant au moment où vous avez du cash, vous n'avez pas de cash, vous allez plus en avoir dans un an, dans 6 mois. Voilà. C'était vraiment pour contextualiser une fresque un peu d'ordre général, mais avec toutes les étapes que vous pouvez avoir, tant sur votre développement que tant sur le coût que ça peut avoir en protection intellectuelle à chaque moment. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui vient d'être dit? Parce que normalement, si je ne me trompe pas, notre intervention, nous, de présentation est finie. Et donc, on reste disponible. Il vous reste 8 minutes pour si vous avez éventuellement des questions, des points que vous vouliez voir avec nous. De toute façon, le support vous sera envoyé